Penser l'émancipation, c'est sa première édition cette année. Comme vous l'avez peut-être vu sur le site internet, c'est un projet qui cherche à réunir différents courants de la pensée critique dans un espace de dialogue et de confrontation. L'idée étant que, dans l'idéal, on aimerait que tous les ans ou tous les 2 ans, il y ait, dans une ville francophone différente, une édition du colloque qui permette de pérenniser dans le temps la démarche. Donc aujourd'hui on a les premiers ateliers du colloque. Vous êtes à l'atelier mondialisation et impérialisme, capital, État et conflit. Le premier intervenant est Raphaël Ramu, il est chercheur à l'université de Lausanne et il va présenter une communication qui s'intitule Histoire du capitalisme, logique du capital ou les deux, comment analyser l'État comme partie d'un système interétatique. Il va parler pour entre 25 et 30 minutes. Ensuite, je vais passer la parole à Jean-Christophe Defraigne. Et ensuite, on aura une demi-heure, 35 minutes pour des contributions ou des questions. Et après, je vais demander aux intervenants de faire une conclusion de 5 minutes chacun. La parole est à Raphaël Ramu. Ok, bon, merci de l'invitation, de présence. Donc, ce papier va essayer de comprendre et de délimiter quelques enjeux fondamentaux des rapports entre économique et politique dans le capitalisme, mais plus particulièrement sur la conception de l'impérialisme, essayer de comprendre comment est-ce que ces logiques politiques et économiques se nouent au niveau fondamental dans le mode de production capitaliste. Donc l'idée principale, donc là vous avez là, c'est la structure du papier. Donc, l'idée de base du papier, c'est de partir de l'approche dite du marxisme, que j'ai appelée géopolitique, de Peschke et Lacher et d'autres penseurs de fond, qui conçoit les rapports entre le capital et le système interétatique comme étant des rapports totalement contingents. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le marxisme géopolitique se base sur une extension du marxisme politique de Brenner aux enjeux géopolitiques. L'idée, c'est que ce marxisme politique souffre à la fois de contradictions internes qui sont dues à ce que j'appellerais un historicisme mal maîtrisé et souffre également d'une conceptualisation déficiente de la notion de capital. Et sur cette base-là, je voulais proposer quelques pistes pour tenter de lever ces problèmes sans ambiguïté en reprenant le fil d'analyse de Marx et en tentant d'esquisser une élaboration qui permette de réconcilier à la fois la compréhension logique et historique du capital. Donc, comme je l'ai dit, le marxisme géopolitique s'appuie sur la conception de Brenner, qu'on a appelée marxisme politique, de la transition du féodalisme au capitalisme, et elle étend cette conception à l'analyse des systèmes géopolitiques. Donc, d'après les marxistes géopolitiques, les systèmes géopolitiques médiévaux, prémodernes, donc absolutistes et modernes, représentent des principes différents de relations internationales, et ces différences peuvent être expliquées par les rapports sociaux de propriété, qui sont au principe l'organisation des sociétés qui composent ces systèmes. Donc pour moi, c'est une conception qui permet d'expliquer la naissance des rapports de propriété capitalistes, donc ce à quoi les travaux de Brenner sont consacrés, qui permet de comprendre comment les rapports capitalistes se sont étendus dans un système qui était pré-capitaliste, qui se sont étendus géographiquement pour constituer finalement le capitalisme en mode de production généralisée qui déterminait la reproduction sociale de la plus grande partie du monde, telle que la société dans laquelle on vit maintenant. Par contre, le marxisme géopolitique se trompe en affirmant que, d'après moi, le système interétatique, comme matrice spatiale du capitalisme, parce qu'il est antérieur à l'émergence du capitalisme, reste un élément extérieur à ce mode de production. Donc, d'après eux, le système interétatique ne serait pas intégrable au dispositif théorique de l'analyse marxienne du capital, mais ce serait une sorte de vestige du passé auquel le capital devrait s'adapter avant d'arriver à imposer la forme politique qui lui est adéquate, c'est-à-dire l'État global. Donc, avant de détailler ces problèmes,
je voulais revenir brièvement sur les éléments essentiels qui composent le marxisme politique de Robert Brenner. Donc pour Robert Brenner, l'objet d'étude, c'est la question de la naissance des rapports sociaux de production capitaliste. Et elle s'inscrit, cette naissance, enfin, cette analyse s'inscrit contre l'idée du modèle de la commercialisation qui est basée sur la conception smithienne de l'émergence du capitalisme au travers d'un capitalisme commercial qui se développerait dans les ports de la société féodale et qui finalement finirait par émerger. Donc, contre Brenner remet radicalement en question cette perspective, montrant que l'essence du capitalisme ne préexiste pas à son existence comme rapport de production. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une essence du capitalisme qui serait dans le capitalisme marchand, qui serait dans les ports de la société féodale, et qui viendrait à l'existence comme mode de production dans le capitalisme qu'on connaît, mais qu'il faut avoir une conception radicalement différente de la nouveauté du capitalisme comme mode de production. Donc pour cela, il s'appuie sur deux choses essentielles. Il montre que l'élément déterminant de la transition, c'est la séparation des producteurs directs par rapport aux moyens de production, ce qui est la thèse de Marx. Et de plus, il montre que cette séparation, lorsqu'elle se déroule pour la première fois en Angleterre, elle est entièrement liée aux rapports de production féodaux et à leur crise, et non pas justement à l'existence préalable d'un capitalisme commercial. Donc le point de vue de Brenner sur les modes de production est articulé par l'analyse 1 d'une forme de rapports sociaux de propriété qui articule 2 une configuration de conflit de classe spécifique et génère, troisièmement, une tendance à la crise qui lui est propre. Donc, cette analyse, comme vous le voyez sur le PowerPoint, elle isole 3 points fondamentaux, enfin, elle s'appuie sur 3 points fondamentaux, qui sont la forme du rapport de classe, qui est basée sur le type de rapport social de propriété et de production. Donc, dans le cas du féodalisme, les producteurs directs ont un accès direct aux moyens de subsistance, c'est-à-dire non médiés par le marché, ce qui implique qu'ils ne sont pas des travailleurs libres au sens capitaliste du terme, et que pour qu'ils deviennent les travailleurs libres capitalistes, il faut qu'ils soient expropriés. En plus, cette forme de propriété, du fait de cette forme de propriété, la classe des exploiteurs pré-capitalistes, donc les seigneurs, se reproduit par l'appropriation d'une part du produit qu'elle surtravaille des producteurs directs, par une coercition qu'on appellerait extra-économique, donc qui est extérieure au procès de production immédiat. Deuxième chose, ce sont les stratégies de reproduction individuelle et de classe qui s'élaborent à l'intérieur de cette forme particulière. Donc comment est-ce qu'une classe peut se reproduire dans ce dispositif-là? Du côté des producteurs directs, il n'y a pas de nécessité à acheter sur le marché les produits nécessaires à la reproduction. Ça implique en retour une absence de nécessité de produire pour l'échange, de vendre de manière concurrentielle sur le marché, donc l'absence de la contrainte de produire au taux socialement nécessaire. Tous ces éléments qui définissent finalement le mode de production capitaliste. Du côté des seigneurs, le rapport d'exploitation, il devait intégrer le fait que les travailleurs possédaient leurs propres moyens de subsistance et qu'ils ne pouvaient intervenir dans le procès de production que par une coercition qui était directe. Et les coûts de cette coercition directe auraient été beaucoup trop grands. Donc, dans cette configuration, ils trouvaient plus rationnel d'affecter leurs ressources à des formes de consommation qui étaient improductives du point de vue de la croissance, mais qui étaient efficaces sur le plan de leur reproduction sociale en tant que seigneurs. Donc, si on veut, la difficulté d'améliorer les profits en investissant dans les moyens de production implique que la solution privilégiée par les seigneurs était de consacrer leurs ressources à l'amélioration des moyens de coercition en investissant dans les appareils politiques ou militaires, c'est-à-dire en étendant les espaces auxquels ils pouvaient approprier le surtravail des producteurs, au lieu d'obliger les producteurs à produire plus dans les endroits qu'ils avaient. Enfin, troisième point, c'est les formes déterminées de tendance à la crise qui sont générées par ces rapports de propriété. Donc, d'après Brenner, les rapports féodaux déterminent une tendance qui, à long terme, une tendance au déclin et à la stagnation et au déclin de la productivité, qui représente une ligne structurelle fondamentale du mode de production féodal. Toute une série de contradictions entre le développement de la production paysanne et les rapports d'exploitation qui déterminent que les rapports féodaux de classe suscitaient une certaine tendance à la crise et que cette crise s'accompagnait de l'intensification du conflit de classe inhérent aux structures existantes. Mais les résultats de cette crise différaient selon les cas,
du fait de l'équilibre de force entre les classes, de toute une série de paramètres. Donc, voilà. En gros, sa conception du phénomène de transition situe son point de départ, la conception de Brenner du phénomène de transition situe son point de départ dans une configuration qui est spécifique des rapports de classe propres à une période historique du féodalisme anglais. Sa thèse, c'est que la transition est le fruit des conséquences inattendues de la lutte des classes propre à la formation, à la formation sociale féodale anglaise. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour nous montrer ça? Il nous montre que le développement, justement, des tendances à la crise du mode de production féodale constitue le terrain de développement de conflits de classe qui ont des résultats divergents. Ce qu'on voit sur le schéma que vous avez derrière, c'est qu'un même type de crise produit des réactions différentes selon les régions et les conflits de classe. La thèse de Brenner est que dans la plupart des cas, le résultat de ces conflits de classe a été la reproduction des formes sociales fondamentales du féodalisme. Donc, par exemple, dans le cas du servage et de l'absolutisme. Dans la plupart des cas, sauf dans la configuration anglaise, dans laquelle les stratégies des acteurs en conflit ont conduit à une transformation des formes sociales et à l'émergence des rapports de propriété et de production capitaliste, avec un jeu entre les seigneurs qui ont loué leurs terres à des tenanciers qui ont eux-mêmes exploité la main-d'œuvre paysanne qui avait été libérée et étaient devenus des travailleurs libres. Donc, on voit que seule une des trois voies du conflit de classe génère un développement endogène qui mène à la destruction des rapports de propriété féodaux et à l'établissement des rapports de propriété capitalistes. Mais là, on a simplement une explication de la naissance, qui est historiquement et spatialement déterminée, donc en Angleterre, d'une manière particulière d'organiser la reproduction de la société, qui est en quelque sorte une préhistoire du capitalisme. Pour être exhaustif sur la question de l'émergence du capitalisme, en tant que mode de production, il faut encore expliquer la dynamique qui conduit à la généralisation du capitalisme. Donc, car seule une telle généralisation peut faire que ces rapports s'imposent comme mode de production. Donc, d'après nous, il y a trois éléments à distinguer, trois ordres de phénomènes qu'on doit distinguer dans l'explication de l'émergence du mode de production capitaliste, qui sont, un, les phénomènes propres au mode de production féodal, qui renvoient à ce que j'ai dit tout à l'heure, les tendances à la crise, la manière dont le conflit de classe s'organise. Deux, la question des formes politiques de ces différents rapports de propriété, c'est-à-dire quelle est la nature de l'État dont le féodalisme, dont la réaction à la crise du féodalisme par la réaffirmation du servage, ou par la transformation et la centralisation par l'absolutisme, ou dans le cas de l'émergence d'un État de forme capitaliste. Donc, ça c'est la seconde question, à laquelle Brenner répond en disant que l'absolutisme est une forme particulière de féodalisme dans laquelle l'extraction du travail est plus centralisée, mais qui ne constitue pas le stade nécessaire menant à l'État capitaliste. On se trouve toujours dans cette idée qu'il n'y a qu'en Angleterre qu'il y a une véritable rupture et pas dans les autres pays. Et troisième point, le processus qui est le troisième ordre de phénomène, qui est le processus de diffusion de ces rapports sociaux de propriété, qui se fait par différents canons et selon différentes temporalités. Donc l'idée, c'est que finalement, disons, Brenner a étudié avant tout les deux premiers niveaux, c'est-à-dire la question des phénomènes propres au mode de production féodale qui explique la crise du féodalisme, et deux, les formes politiques des différents rapports de propriété, mais qu'il n'a pas étudié la question des rapports de ce processus de diffusion. Et c'est les marxistes géopolitiques qui ont tenté de poursuivre cette voie en appréhendant la problématique des relations interétatiques au moyen des outils conceptuels forgés par Brenner. Et leur objectif était d'expliquer la constitution des relations internationales modernes en prenant le contre-pied de la thèse classique qui considère le traité de Westphalie de 1648 comme l'acte fondateur du système interétatique moderne. Et l'idée, c'est que si l'on prend pour base les rapports sociaux de propriété, qui sont le fondement de la thèse du marxisme politique, c'est qu'on peut affirmer que le traité de Westphalie réunit des États absolutistes dont les relations relèvent de la concurrence pour l'accumulation
géopolitiques et qui doivent servir les intérêts des dynasties régnantes, mais que ce n'est qu'avec la transformation de l'État anglais vers une forme d'État moderne, de forme capitaliste à la fin du XVIIe, que la configuration géopolitique se transforme et voit émerger deux conceptions concurrentes de l'équilibre du pouvoir. D'une part, celle des pouvoirs dynastiques continentaux, basée sur une stratégie d'expansion qui est une stratégie féodale, en tout cas pré-capitaliste, et d'autre part, celle de la monarchie parlementaire constitutionnelle anglaise, qui est basée sur une politique étrangère qui est plus formulée sur la base d'intérêts dynastiques, mais de plus en plus en termes d'intérêts nationaux, qui sont exprimés par les classes possédantes organisées au Parlement, et que dans ce cas, la guerre n'est plus financée par des trésors de guerre privés, mais par un système de crédit plus sûr et permettant de lever des fonds plus importants, et permettant d'accroître l'ère auquel le dispositif anglais est mis en œuvre. Donc là, on a une configuration géopolitique particulière qui est articulée par le développement inégal et combiné de différentes formations sociales. D'un côté, les régimes absolutistes continentaux, qui pratiquent une stratégie de taxation et d'accumulation géopolitique, et de l'autre, l'Angleterre, qui s'appuie sur une stratégie duale de politique étrangère, à la fois une politique étrangère mercantiliste et militaire, dans la concurrence géopolitique, et une politique d'équilibre des pouvoirs sur le continent. Donc là, on a une dynamique particulière de concurrence géopolitique qui, in fine, à travers différents détails, va amener à la diffusion par toute une série d'avantages que les Anglais auront, du mode de production, des rapports sociaux de propriété capitalistes. Et jusqu'à ce point-là, la perspective du marxisme géopolitique nous semble, disons, parfaitement cohérente. Mais c'est quand on arrive aux conclusions des marxistes géopolitiques sur l'organisation géopolitique du monde moderne que les choses se compliquent. Parce que leurs deux éléments essentiels, leurs deux conclusions essentielles, c'est que sur cette base-là, ils disent que le système interétatique ne constitue pas une forme moderne dérivée du capitalisme, ni historiquement, ni logiquement. Et plus encore, la spécificité de leur thèse, c'est que ce système ne peut pas être dérivé logiquement, le système interétatique ne peut pas être dérivé logiquement du capital, parce qu'il ne l'est pas historiquement. Et leur position se base sur le fait que le capitalisme est né dans un système dans lequel les États dynastiques avaient consolidé leur territoire et dépassé la fragmentation féodale, donc dans un système d'États territoriaux déjà configurés. Alors finalement, on se trouve, d'après eux, dans une situation de dualité de l'organisation sociale, avec une coexistence entre capitalisme et système interétatique pré-capitaliste. Et le corollaire de leur position, c'est qu'ils affirment que la forme d'État adéquat au capitalisme est l'État global qui n'a pas encore été mis en œuvre. Donc le problème pour nous, c'est qu'il y a toute une série d'apories du marxisme géopolitique qui sont liées à ces inconsistances internes, à une conception réifiée du capitalisme et à cette erreur sur la forme adéquate d'État, la forme d'État adéquate au capital. Donc déjà, on peut se poser la question, du point de vue des inconsistances internes, du fait de prendre au sérieux le point de départ de l'approche, qui est que les rapports géopolitiques s'expliquent par les rapports sociaux de propriété, qui est la thèse principale de Brenner, thèse qu'ils ont épousée. Donc si les rapports de propriété pré-capitalistes ont été remplacés par les rapports de propriété capitalistes, comment se peut-il que les marxistes géopolitiques expliquent la rémanence d'un système géopolitique étranger au capitalisme? D'ailleurs, ce qui est disons, pas la preuve, mais disons un indice du fait qu'il y a un problème dans cette perspective, c'est que les marxistes politiques, quand ils réfléchissent à la question du système interétatique actuel, par exemple Hélène Mexinsoud, arrivent à la conclusion inverse, puisqu'elle postule qu'il existe une contradiction irréductible entre deux tendances opposées, donc une tendance politique et une tendance économique, qui découlent les deux de la nature du capitalisme, qui ne sont pas des logiques séparées. Donc déjà, ça pour la première chose. Deuxièmement, la perspective du marxisme géopolitique part d'une conception assez réifiée, du capitalisme,
en ayant une conception abstraite, statique et ahistorique du capital. C'est cette focalisation sur une forme abstraite du capital qui biaise l'analyse, parce qu'elle réifie des caractéristiques du capitalisme qui sont en fait des tendances contradictoires. Par exemple, pour Teschke, la caractéristique, qui est un des marxistes géopolitiques, la caractéristique principale du capitalisme, c'est la séparation du politique et de l'économique, et la pénétration du politique dans la sphère économique. Et il affirme que la pénétration du politique dans la sphère économique est incompatible avec le mode de production capitaliste. Donc dans cette perspective, l'intervention de l'État dans l'accumulation relève de la pathologie, car selon lui, dans le capitalisme, la régulation devrait s'opérer strictement par le mécanisme des prix. Or, une analyse marxiste du capitalisme suppose de rendre compte du fait que cette séparation entre politique et économique, entre État et société civile, est une unité contradictoire, ou ce que certains appellent une séparation dans l'unité, qui renvoie au fait que le capitalisme est une organisation sociale fondamentalement contradictoire, et que c'est cette contradiction qui implique un dédoublement entre État et société civile. Donc, Teschke, les marxistes géopolitiques, séparent a priori ces deux types d'organisations, et ils les empêchent de se rendre compte que c'est le capitalisme lui-même qui a un rapport social contradictoire, et non pas que la contradiction est entre le capital et l'État, le capital étant moderne, étant l'indice du rapport social de propriété moderne, et l'État étant la rémanence d'un rapport social qui est prémoderne. De plus, troisième point, sur l'erreur sur la forme d'État adéquat au capital, l'idée que l'État global serait la forme d'État adéquat au capital ne tient pas la route si on se situe à différents niveaux d'abstraction, comme le veut l'analyse marxienne, puisque au niveau le plus abstrait du capital en général, la forme d'État qui correspondrait au capital, elle n'a pas de détermination spatiale spécifique. Il s'agit de l'État politique qui est séparé de la société civile, garant de la citoyenneté abstraite, et il n'y a pas d'autre type de détermination. Si on concrétise le propos et qu'on s'intéresse à la détermination historique et spatiale du capital, le capital en général n'existe qu'au travers de différents capitaux en concurrence, et la forme d'État qui correspond à ce niveau dépend des luttes qui sont domestiques, interétatiques, etc., pour la détermination de ce qui sont les formes dominantes de l'accumulation sur une période, et l'État global ne correspond pas plus à ça que la forme système interétatique. Donc l'idée, c'est que les apories du marxisme géopolitique invitent à une réflexion plus approfondie sur, les rapports entre histoire d'émergence du capitalisme et logique de son fonctionnement en tant que système social. Donc là, c'est une vaste question, mais quelques mots. L'idée que l'histoire de la transition du féodalisme au capitalisme n'est pas la même que l'histoire du capitalisme en tant que mode de production développé. Deuxième chose, les différents niveaux d'abstraction. Elle invite à une réflexion sur les différents niveaux d'abstraction auxquels conceptualiser l'État et le système d'État. Là, sur cette question-là, on a la solution qui est celle du nouvel impérialisme, ou du New Imperialism, qui est défendu par Kallinikos, Alex Kallinikos, David Harvey, notamment, et Claude Serfati, qui affirme qu'il est possible d'intégrer dans une même analyse géopolitique et capitalisme. Et la solution qui est avancée par Kallinikos, notamment, est d'articuler les logiques géopolitiques et capitalistes au capitalisme, en les appréhendant au moyen du concept de développement inégal et combiné, qui, car il constitue la nature du capital, permettrait d'expliquer la persistance d'une pluralité d'États comme un élément qui est intrinsèque au mode de production capitaliste. Donc on voit que cette approche a l'avantage d'intégrer la question géopolitique dans l'analyse du capital, et que le concept de développement inégal et combiné est très convaincant, mais au niveau plus abstrait, elle souffre d'un certain nombre d'indéterminations, notamment la définition par Kallinikos et Harvey de l'impérialisme comme intersection de logique économique et géopolitique qui nous paraît problématique, puisque il nous semble que cela risque de retomber dans une analyse de type marxiste géopolitique ou de type, ce qu'on appellerait néo-weberien, où il y a différentes logiques qui sont discrètes et ontologiquement séparées,
qui gouvernerait le développement du capitalisme. Donc, d'après nous, la meilleure manière d'éviter ce problème serait de se replacer à un niveau plus abstrait qui permettrait de définir la manière dont ces deux logiques s'entremêlent et sont inhérentes au mode de production capitaliste. Malheureusement, ce n'est pas la solution que la voie que prend Kallinikos, qui propose le contraire, c'est-à-dire d'aborder la question à un niveau plus concret en montrant la manière dont les intérêts des deux groupes d'acteurs, donc géopolitiques et capitalistes, deviennent mutuellement dépendants. Nous, on pense qu'il faudrait faire l'inverse, c'est-à-dire de revenir à la question de la nature de l'État capitaliste et de comprendre que de la même manière que bien que le capital existe que sous forme de capitaux multiples, Marx a montré très clairement la nécessité de conceptualiser le capital dans un premier temps en tant que capital en général, donc la nature du capital en tant que forme de rapport d'appropriation du surplus social, avant d'introduire la question des capitaux multiples liés à la nature du capital en tant que rapport de concurrence. De même, donc, pour nous, l'État n'existe que dans un système interétatique, mais c'est d'abord en tant qu'État singulier, partie de l'unité polaire avec la société civile, qu'on doit l'analyser pour comprendre ces déterminations les plus abstraites et les plus simples. Parce que son rôle fondamental dans la gestion des marchandises fictives que sont la monnaie, la force de travail et la terre, qui constituent donc à la fois le pôle vivant du capital et les seuls éléments qui ne peuvent pas être reproduits par les mécanismes de marché, qui montrent que le capitalisme est la loi de la valeur sur laquelle il se base, c'est une loi sociopolitique et pas une loi économique. Donc le capitalisme doit d'abord être analysé, abstraction faite des déterminations temporelles et spatiales. Voilà, d'après nous, il faut repartir du capital pour comprendre comment la loi de la valeur rend nécessaire le dédoublement de la société capitaliste en état politique séparé et société civile bourgeoise, et montrer que si le système interétatique précède effectivement, historiquement, l'émergence du capitalisme, on ne doit pas considérer le capitalisme comme la dynamique autonome de la sphère économique, mais comme un mode de sociétalisation, et que la question qui se pose, c'est celle du rôle de la matrice spatiale interétatique dans ce mode de sociétalisation. Donc, si j'ai encore 2 minutes pour terminer. Donc, juste quelques éléments qu'est-ce qu'on voit en replaçant finalement cette conception un peu plus abstraite? Qu'est-ce qu'on voit en comprenant que la persistance du système interétatique, c'est que ça nous permet d'élaborer un certain nombre d'hypothèses sur la manière dont ce système interétatique a été intégré et transformé par le mode de production capitaliste. Et ça nous permet aussi de voir qu'il y a des aspects fonctionnels du système interétatique qui permettent d'expliquer, en tout cas en partie, sa persistance, et qui constituent un bon complément à la notion de développement inégal combiné. Donc, par exemple, le système interétatique offre ce qu'on appellerait le fétichisme politique-juridique, donc cette séparation entre deux sphères économiques et politiques, la politique étant la sphère dans laquelle l'être social est interpellé en tant que citoyen libre et égal. Donc, le système interétatique offre à ce fétichisme politique ou juridique un mode d'expression adéquat. Pourquoi? Parce que la concurrence entre les États permet de renforcer la cohésion interne d'un État territorial en substituant la construction d'un intérêt général des membres de cet État territorial en tant que citoyen à leur appartenance de classe, en les replaçant dans la concurrence internationale et en faisant passer au deuxième plan, en effaçant totalement les antagonistes de classe, en les substituant à la concurrence internationale. Deuxième exemple, la pluralité d'États et l'existence d'un système d'État est également une expression institutionnelle de la forme politique capitaliste, parce que ce n'est que par la médiation de l'État que peut se formuler une politique d'ensemble des classes dominantes, qui sont en concurrence dans la sphère économique de la société civile. Et cette politique d'ensemble qui intègre les dominés de manière consensuelle, comme pourrait le dire les auteurs gramsciens, dans les rapports de pouvoir d'exploitation. Donc l'existence d'États concurrents permet à l'intérieur des États de constituer des coalitions interclasses visant à garantir un certain nombre d'avantages compétitifs sur le marché mondial. Donc on voit finalement à travers ces exemples, on peut en donner d'autres, que
loin d'être en contradiction avec le capitalisme, le système interétatique permet de déplacer, de différer des conflits de classe internes, mais également cela permet à la classe économiquement dominante de se former en tant que bourgeoisie et de devenir hégémonique sur les plans économiques, politiques et idéologiques. Donc, voilà. Je suis presque respecté. Parfait. Merci Raphaël. La deuxième intervention.